Jean-Luc Mélenchon, l'interview du Point. Charlotte Chaffanjon, c'est à vous. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Alors avant l'élection de François Hollande, très peu de temps avant, vous avez expliqué que vous ne vouliez pas, ni vous, ni vos camarades du Front de gauche, entrer au gouvernement, parce que la cohérence commande, l'honnêteté commande d'être fidèle à soi-même. Puis, grande surprise, dans la rue 89 cette semaine, pour Premier ministre, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui a changé Il n'y a rien qui a changé. Mais il y a une obligation, il me semble, pour des gens qui pratiquent ma méthode politique et celle de la radicalité concrète, de montrer qu'ils sont capables de gouverner le pays. Moi, je ne suis pas simplement en train de rêver à des changements que je renverrai à de romanesques événements. Hein. Je dis, on peut s'y mettre tout de suite, je sais par quel bout commencer, comment s'y mettre, il y a les gens pour le faire. Bon. Donc voilà, nous sommes disponibles. C'est ma manière à moi de dire, on n'est pas obligé d'attendre 2017. Et puis c'est ma manière à moi de rappeler que nous faisons partie des vainqueurs. Parce que M. Hollande n'aurait jamais été élu sans nous. Il n'a pas été élu tout seul quand même, cet homme. Alors d'accord, les autres étaient très nombreux. Nous sommes 4 millions, nous avons fait la différence. Mais parmi ceux qui ont voté pour lui, il y a en effet des gens très modérés, centristes, mais il y a aussi toutes sortes de gens de gauche, là, aussi autant de gauche que moi, mais qui se sont dit, je vote pour lui parce que je veux être sûr de battre Sarkozy, ou parce que je ne veux pas voir de Le Pen au deuxième tour, etc. Ces gens, ils ont des droits comme nous. Donc, si le chef de l'État, là, il vient de faire une tentative, il va dans une direction, la politique de l'offre, la compétitivité, blablabla, et tout ça. Bon, très bien, ils vont essayer. Tout ça ne mène nulle part. Eh bien, il peut faire le constat en cours de route que ça ne mène nulle part. Alors, que peut-il faire? Eh bien, il peut changer de gouvernement et prendre une autre direction. Et mais vous le croyez capable de faire ça? Dans le cadre d'un... Mais c'est mon devoir de le croire, parce que nous sommes en République. Et sinon, M. C'est pas une girouette quand même, il ne va pas aller dans un sens et puis dans l'autre ensuite. Enfin, il a déjà pris un sens tout à fait imprévu. Personne ne s'attendait à ce que 6 mois après qu'il accède au pouvoir, il développe cette théorie fumeuse de la politique de l'offre, qu'il s'y rallie, qu'il reprenne le vocabulaire de la droite en parlant de charge à propos des cotisations sociales, et ainsi de suite. Mais donc ce que vous expliquez, c'est que si François Hollande change de politique et vous propose un ministère, pourquoi pas? Non. Maintenant, vous faites comme si vous ne compreniez pas ce que je suis en train de dire. J'essaye de comprendre. Mais vous essayez, à mon avis, trop laborieusement. Je n'ai pas dit un ministère, j'ai dit Premier ministre. C'est-à-dire, dans l'article de la Constitution, il est dit le Premier ministre conduit et dirige la politique de la nation. Ce n'est pas le chef de l'État qui le fait. Donc, si cette voie politique, comme on va le voir bientôt, ne mène nulle part, puisqu'il n'y a aucun endroit au monde où la politique d'austérité a donné quoi que ce soit à part des désastres. Il n'y a pas d'endroit. S'il y en avait un, on pourrait dire, ah ben, allons étudier. Non. L'exemple du contraire, oui, il existe. C'est-à-dire l'exemple où la politique que je préconise est réalisée, pas comme moi je le ferais, hein, mais une politique en tout cas qui part du partage, de la demande, de la consommation populaire, de la politique de la demande. Ça, c'est ce qui s'applique dans toute l'Amérique latine. Dans toute l'Amérique latine, les taux de croissance sont positifs et le chômage devient résiduel. Bon, alors... Bien sûr, l'Amérique latine, c'est pas la France. En effet, la France est beaucoup plus puissante. Et donc, nous pouvons aller beaucoup plus vite. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas condamnés, comme l'a dit finalement assez sottement Jean-Marc Ayrault. Il a dit, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il mise sur notre échec. Mais c'est une attitude totalement grossière de sa part. Depuis quand les pompiers misent-ils sur l'incendie? Non, l'échec, c'est sa responsabilité. Je ne mise pas sur l'échec, je le prévois. Vous ne vous considérez pas comme un opposant au gouvernement? Mais la formule me fait marrer, parce que si je réponds oui, je suis un opposant, ce qui correspond assez à l'attitude que j'ai, aussitôt je me coupe moi-même la planche sur laquelle je suis assis, puisque je ne suis pas un opposant, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur frustré à qui s'est fait voler sa victoire. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est voilà. Écoutez, franchement, c'est quand même nous qui avons gagné. Dans vos critiques, c'est Sarkozy qui a perdu. C'est pas moi qui ai perdu. Vous êtes plus indulgent à l'égard de François Hollande que Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, c'est vraiment la tête de Turc. Là. Oui, bien sûr, il est là pour ça, hein, c'est le fusible. Sinon, monsieur Mazerolle, que dois-je faire? Je dois dire aux gens, écoutez, vous êtes condamnés à souffrir, il n'y a aucune alternative, on ne peut rien faire d'autre, vous n'avez qu'à attendre que monsieur Jean-Marc Ayrault vous conduise à de nouveaux malheurs, et ensuite il y en aura d'autres après. Non, j'essaye d'être responsable, et je dis, si on veut faire autrement, nous sommes prêts, nous avons de quoi faire un gouvernement, et nous avons une majorité qui est potentiellement possible. À l'Assemblée nationale, avec d'abord comme cœur pour former le gouvernement, comment ferait-on? On prendrait déjà dans l'opposition de gauche du Parti Socialiste. Il y a quand même là 19 députés qui ont voté contre. Est-ce que vous c'est un appel. Et vous les appelez à quitter le Parti Socialiste, ces députés, et puis d'ailleurs ces élus qui sont la gauche du Parti Socialiste, l'ancien courant de Benoît Hamon, pour bien comprendre. Oui, enfin, Benoît Hamon, écoutez, exagérez pas, c'était le mien.
le vôtre encore avant, a quitté non, le pas Parti avant. socialiste. La dernière fois qu'on s'est compté, c'est ensemble. Puis Benoît Hamon ne s'est plus jamais compté. Puis vous avez quitté maintenant, le Parti c'est le courant socialiste. de M. Morel. Voilà. Et maintenant, c'est oui, le il courant faut de appeler monsieur... les choses et par leur maintenant, nom. le courant de C'est monsieur pas Morel. Benoît Hamon qui ne fait rien et qui a gardé tous ses militants au garde à vous, qui ne conteste rien et ne dit plus rien, qui va avoir en plus le bénéfice du travail que fait M. Mélenchon, Morel. est-ce que votre ancien courant, vous voulez le récupérer dans le Front de gauche? C'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous le Bien sûr, demande. ceux qui viennent sont les bienvenus. Par exemple, j'ai appris cette semaine que le président de la commission des finances de la région Nord, M. Michael Moglia, quittait son groupe et le Parti socialiste parce qu'il ne veut pas appliquer la politique d'austérité. Cet homme, il va devoir prendre une décision. S'il veut venir au Front de gauche, il y sera le bienvenu, évidemment. Mais la ligne stratégique sur laquelle je me place n'est pas du tout de plumer la volaille. C'est pas ça la ligne. L'idée, c'est nous sommes là tels que nous sommes. Il y a 10 députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Il y en a 19 du Parti socialiste qui ont voté contre le traité, parce que le fond de l'affaire, c'est le traité européen. C'est la politique d'austérité contenue dans ce traité. Et puis, il y a tous les députés Europe Écologie Les Verts qui ont aussi voté contre le traité. Donc là, nous avons une base. Qui plus est, nous avons même un horizon commun. L'écosocialisme, on ne va pas s'engueuler sur les mots, est au fond la matrice culturelle commune de la gauche du mouvement socialiste, de l'écologie politique qu'il a portée bien avant nous, et du Front de gauche. Donc vous savez, on a les bases idéologiques et matérielles. Donc le gros de la troupe des députés socialistes pourrait parfaitement décider qu'il soutient cette majorité. Voilà pourquoi mon projet est réaliste. Après, est-ce qu'il aura lieu ou pas ? Je ne sais pas, mais c'est mon devoir de le proposer. Et puis, ça peut pas forcément moi, le Premier ministre, ça peut être Pierre Laurent, ça peut être un autre de nos camarades, ou un socialiste peut-être de gauche, ou un vert. Un socialiste de gauche. Eh bien, oui, quelle expression quand même. Il faut bien leur donner un nom. Je vais les appeler comment? Ça ne veut pas dire que les autres sont forcément tous de droite. Il y en a qui sont en effet de droite, d'autres qui sont plutôt centristes et d'autres qui sont de gauche. Le Parti socialiste, espèce de attrape-tout, il y a tout et tout le monde dedans. Je le connais bien, j'ai fait 30 ans. J'ai bien vu comment c'était à la fin. Et je sais bien pourquoi je suis parti, M. Mazerolle. Vous voulez créer une nouvelle majorité alternative, et donc là, il y avait les assises de l'écosocialisme hier. Est-ce que c'est un début... Que nous avons organisé, oui. Que vous avez organisé, tout à fait. Et vous dites que Europe Écologie Les Verts, certes, vous avez parlé de préhistoire, vous vous êtes expliqué tout à l'heure, n'empêche, vous dites qu'il y a porosité et complicité. Est-ce que vous êtes en train de préparer une tentative d'aspiration d'Europe Écologie Les Verts dans le Front de gauche? Personne aspirera, parce que ça serait une entreprise politicienne. Et moi, je ne souhaite pas la disparition d'Europe Écologie Les Verts ou sa confusion, parce qu'ils organisent des secteurs de la société, ils ont une écoute qui n'est pas la même que la nôtre. Donc, nous sommes d'authentiques représentants de secteurs de la société. C'est-à-dire, le Front de gauche a une authenticité dans la classe ouvrière et dans la classe moyenne très instruite, des ingénieurs, des techniciens, voilà, c'est à peu près là-dedans que ça se passe pour nous, pour l'essentiel, et dans les mêmes secteurs de la jeunesse. Et Europe Écologie Les Verts est très représentative d'un certain nombre de couches urbaines, sensibilisées à toutes sortes de problèmes, et ils ont une longue histoire, il y a un enracinement dans les batailles écologiques. Donc nous représentons des gens. De même que les socialistes aussi, dans de nombreuses régions, représentent des secteurs de la société qui s'identifient à eux, de la classe moyenne, les plus petits salaires de la classe moyenne, et puis quelques-uns des très hauts salaires qui font d'ailleurs la loi au Parti socialiste. Est-ce que vous avez le sentiment que le Parti socialiste cherche à faire éclater le Front de gauche, oui. Par exemple en recevant Pierre Laurent et en ne vous invitant pas, c'est ce qu'Harlem Désir a fait, ou alors comme le porte-parole du PS, David Assouline, qui explique que votre stratégie est personnelle. Et est-ce qu'ils peuvent y arriver? Ils m'ont tout fait depuis, parce que pour eux c'était l'horreur. Un socialiste qui part et qu'on n'achète pas. Donc qui crée un parti politique qui s'implante dans le pays et qui parvient à être en quelque sorte assez central dans une coalition d'un type nouveau, qui fait que l'élection présidentielle, au lieu de nous ridiculiser, reconstitue la force de notre mouvement, de notre courant, et surtout qui ramène les communistes. Pour eux, c'est l'horreur absolue. Mais leur stratégie, c'est la bonne, ou alors vous êtes assez solide pour... c'est bien qu'ils fassent ça, moi je les encourage à continuer, parce que chaque fois qu'ils cherchent à nous diviser, le résultat est inverse. Vous savez, la politique, c'est un peu comme ça, c'est mouvement parce contre qu'on sait que c'est fragile au sein du Front de pressionnent les gauche. communistes d'une manière tellement honteuse et grossière que les communistes qui n'ont aucune envie de passer pour leur larbin ou leur bagage accompagné se sentent
sentent obligés eux-mêmes de dire eh, doucement, là, nous montez pas sur les pieds, nous sommes des communistes, nous ne sommes pas des socialistes de gauche. Donc l'attitude des socialistes, je les encourage à continuer, a pour résultat principal de ridiculiser tous ceux qui, à l'intérieur de la mouvance communiste, ou même du parti de gauche, étaient à dire, écoutez, quand même, il faut qu'on arrive à parler avec ces socialistes. Voilà, non, c'est très bien ce qu'ils font. Bilan, on voit des communistes Je plaisante, qui votent... bien sûr. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une volonté nuisible et néfaste des socialistes. Ils ne sont pas dans le réel. Ils n'ont pas admis l'existence du Front de gauche. Ils espèrent toujours en revenir à leur vieille popote où ils auraient leur parti, vous savez, comme le PRG, quoi. Espèce de bagage accompagné, le parent de province qu'on invite à la table de temps à autre, parce que c'est leur mentalité super féodale que de traiter tout le monde de cette manière. Regardez comment ils traitent les écolos. Vous avez vu comment ils leur parlent? Dès qu'il y a eu un problème, ils ont dit « Ah, si vous continuez comme ça, on va se retrouver au municipal, vous allez voir ce qu'on va voir. » Ils ont une mentalité, ils parlent comme avec un fouet dans la bouche. Ben, nous, on ne parle pas comme ça. Donc moi, je ne veux pas aspirer Europe Écologie Les Verts, et je ne veux pas détruire le Parti Socialiste. Je dis aux gens, parlons de choses concrètes, sérieuses. Les pauvres gens de ce pays, misère et galère, et vos ministres sont en train d'expliquer qu'il y en a encore pour 2 ou 3 ans, et que le chômage va monter, et qu'il n'y aura rien pour personne. Ben, ce n'est pas la peine d'être de gauche si c'est pour faire ça. Bilan, aujourd'hui, des communistes votent au Sénat avec l'UMP. C'est le cas... Non, c'est l'inverse. Bah oui, j'ai entendu ça 10 fois. Non, ils se sont abstenus vendredi sur le projet de loi de finances. L'UMP a voté notre motion et on nous dit vous votez avec l'UMP. Non, c'est l'UMP qui vote avec nous. Bon, l'UMP vote avec vous si vous voulez. En, voilà, tout cas, vous votez ensemble. Et on va écouter Jérôme Cahuzac et l'avis qu'il en a. C'est le ministre du Budget, c'était jeudi sur France Info. Au nom de quoi les communistes seraient-ils les arbitres des élégances à gauche? Au nom de quoi ce sont eux qui estiment que telle politique est de gauche et telle autre ne le serait pas? Au nom de quoi les communistes décident quelle politique est de gauche et quelle politique ne l'est pas? Mais ça ne m'étonne pas. Cahuzac est bouffi d'orgueil. Il ne comprend, il oublie une chose. Il a pourtant été parlementaire. Moi aussi, j'ai été élu au suffrage direct, donc je connais cette situation. Bon, les parlementaires dans une assemblée, ce ne sont pas des soldats, monsieur Cahuzac. Lui était une espèce de robot. Du temps où il y était. Mais les parlementaires ne sont pas des soldats. Ils regardent un texte et ils évaluent. C'est bon, c'est pas bon. Donc, la question n'est pas de savoir c'est qui est plus à gauche que l'autre. La question est de savoir si ce qu'on vote est bien ou pas. Si ça sert les gens qu'on représente et la patrie ou pas. Ben, sa politique ne menant nulle part, il est normal qu'on vote pas pour. Puis c'est notre appréciation. Je fais cette révélation, M. Cahuzac. Ça s'appelle la démocratie. Bien. Donc, ce qui n'est pas acceptable, c'est que M. Cahuzac veuille comme ça, au sifflet, que tout le monde vote ces textes ineptes qui ne nous mènent nulle part. Je le redis encore une fois. Je vous pose une dernière petite question. Vous êtes opposant au projet du futur aéroport de Nantes Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, vous êtes allé aux côtés des opposants manifester cette semaine. Jean-Marc Ayrault maintient et a priori, on ne voit pas trop pourquoi il céderait. Quelle est la solution? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant à Notre-Dame-des-Landes? Il y a une solution très simple, c'est qu'il cède. Et nous allons l'y amener. A priori, c'est pas trop le plan. Oui, mais c'est une lutte. Dans une lutte, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez l'y amener alors? Bon, alors, moi, d'abord, que je commence par dire les choses comme elles sont. Lorsque j'étais socialiste, moi je ne connaissais rien à cette histoire d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. C'est quand on a créé le parti de gauche que toute une série de gens qui étaient dans la lutte ont adhéré au parti de gauche et nous ont amené ce dossier en disant écoutez, ça c'est pas possible, on ne peut pas continuer. Ah bon, très bien, on a regardé, tout le monde n'était pas d'accord. Par exemple, il y avait un débat au parti de gauche, il y avait un débat au parti communiste, pour et contre, etc. Nous, le parti de gauche, nous avons tranché. Les communistes bougent beaucoup, certains sont pour le projet, d'autres sont contre. Les fédérations du Morbihan, la fédération de Vendée du parti communiste, toutes les cellules du Finistère Sud qui sont contre le projet d'aéroport. Donc vous voyez, c'est un sujet de débat. Donc nous nous sommes engagés dans l'action aux côtés de ceux qui s'opposent au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Je vous annonce une chose, ça va très mal se passer. Parce que progressivement, un nombre de journalistes croissant s'intéressent au dossier. Et ces gens-là ont l'odieux défaut de ne pas s'en tenir toujours aux apparences. Et ça commence à gratter. Et quand on commence à découvrir que le préfet qui a signé la déclaration d'utilité publique est depuis embauché par Vinci, que quand on commence à découvrir que le magnifique projet très important et quasi magique, hein, parce qu'on va faire venir les avions, donc ça va faire venir des gens et ça va faire venir de l'emploi. Ça, c'est hors de la réalité. Quand on va s'apercevoir que ce beau projet a porté plusieurs noms depuis 1964 et que nous sommes en 2012 et que le même projet correspond, est adapté à mesure du temps avec un vocabulaire nouveau, beaucoup de gens vont sentir la carabistouille.
Et il se passe des tas de choses. Grâce à Notre-Dame-des-Landes, l'ancien journaliste Jean-Luc Mélenchon se souvient que ce métier peut apporter quelque chose. Il y a beaucoup de gens dans les presses qui sont honnêtes lorsqu'ils ont la possibilité de faire leur travail. Mais le plus souvent, ils sont tenus à la gorge par des contrats ahurissants qui les précarisent et les empêchent de faire leur travail comme ils voudraient le faire. Merci Charlotte Chaffanjon. Séquence suivante, pardon. Qui êtes-vous ?